Bonjour à tous et bienvenue sur Clapotis, la plateforme de podcast éducatif qui vous permet de préparer votre bac de français. Dans cette série consacrée à l'œuvre théâtrale de Nathalie Sarraute, pour un oui ou pour un non, nous allons nous intéresser dans cet épisode à la biographie de l'auteur, Nathalie Sarraute étant une figure majeure du XXe siècle. Comprendre sa vie, son parcours est essentiel pour saisir toute la profondeur de son œuvre et notamment notre pièce. Alors sa vie est singulière puisqu'elle va traverser 99 ans, donc presque un siècle. Sa vie sera marquée par la Révolution russe, une vie aussi marquée et confrontée aux deux guerres mondiales, une vie touchée par la persécution provoquée aussi par l'antisémitisme et l'occupation allemande. Alors je vous disais tout à l'heure que nous allons évoquer cette vie, j'ai plutôt envie de dire que nous allons nous intéresser à des pans de la vie de Nathalie Sarraute en essayant surtout de faire émerger les points qui vont pouvoir éclairer notre œuvre et on va se focaliser sur 3 points majeurs pour lesquels on va essayer d'extraire les aspects qui pourraient éclairer notre fameuse pièce. Alors vous l'avez compris, ces divers points abordés pourront à l'écrit vous être fort utiles puisqu'ils pourraient constituer potentiellement des arguments dans une dissertation. La jeunesse et l'enfance de Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, de son vrai nom Natalia Tcherniak, est née en 1900 à Ivanovo, près de Moscou, en Russie, dans une famille intellectuelle juive de la bourgeoisie moscovite. Son père est un brillant chimiste, sa mère fréquente les milieux littéraires et se prête volontiers à l'écriture, notamment l'écriture de livres pour enfants. En 1902, elle n'a donc que 2 ans, ses parents se séparent, ce qui va contraindre la petite Nathalie à une vie de partage. Confiée à sa mère qui l'abandonne à son père à ses 8 ans, ses allers-retours entre la Russie et la France, où s'est installé son père, fait que son instruction se fait à la fois en russe et en français. À ses 9 ans, on peut considérer qu'il y aura une vraie rupture entre la mère et la fille. Rupture difficile, avec parfois de froides retrouvailles. Bref, ces conflits sous-jacents, ces non-dits, vous l'avez compris, vont se retrouver dans ces personnages, et en particulier les personnages de Pour un oui, pour un non, qui ont justement eux aussi ces difficultés, ou du moins des difficultés certaines, à dire leurs sentiments véritables à l'autre. Le parcours universitaire et le début de carrière de Nathalie Sarraute. Faisons un saut dans le temps. Nous sommes en 1918, Nathalie obtient son baccalauréat et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses études seront internationales. Comme elle parle plusieurs langues, le russe, le français, l'anglais et l'allemand, elle passe déjà une licence d'anglais à la Sorbonne, puis étudie l'histoire à Oxford et poursuit à Berlin des études de sociologie. Et enfin, elle rentre à Paris où elle débute des études de droit à la Sorbonne avant de devenir une avocate au barreau de Paris en 1925. Vous allez me dire que son parcours universitaire est plus que fourni, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais que retenir de cette période d'études qui pourrait éclairer notre œuvre ? En fait, vous allez vite vous en rendre compte, mais l'écriture de Nathalie Sarraute, en particulier son théâtre, porte indéniablement la trace de sa formation de juriste et de son premier métier d'avocate. Si l'on commence à réfléchir, H1 et H2, nos personnages de Pour un oui, pour un non, sont tour à tour en position d'accusateur et d'accusé. Ils utilisent tous deux des plaidoyers, des réquisitoires pour leur propre défense ou à l'encontre de l'autre. Et le lexique juridique parcourt en fait la pièce à plusieurs reprises. On pourrait dire aussi que la forme de huis clos relève du dispositif judiciaire. Et puis pour terminer comme dans un procès, les 2 amis soumettent leurs différends à l'arbitrage, au jugement de 2 autres personnages que sont F et H3. Mais il n'y a pas, donc vous voyez, cette influence de sa première profession se retrouve dans cette pièce. Mais il n'y a pas, donc ce que je disais à l'instant, que cette formation qui va nous intéresser pour éclairer la pièce. Il y a bien sûr la passion de Nathalie Sarraute pour la littérature, et bien sûr il convient de s'intéresser à son parcours littéraire pour qu'il éclaire notre pièce. Le parcours littéraire de Nathalie Sarraute. Alors après quelques années dans le droit, Sarraute se tourne définitivement vers l'écriture. Son premier roman, appelé Tropisme, publié en 1939, marque le début véritablement de sa carrière littéraire. Alors vous allez comprendre pourquoi ce roman, il faut absolument en parler pour éclairer notre pièce.
En quoi consiste-t-il? En fait, il s'agit d'un regroupement de 24 courts récits, indépendants les uns des autres. Mais j'ai presque envie de commencer par l'étymologie de ce mot tropisme, qui va donner donc le titre à cette œuvre, et vous allez comprendre le lien avec notre pièce. Tropisme vient du grec tropos, qui représente une réaction provoquée et dirigée par un stimulus extérieur. Les 24 courts récits montrent en effet et explorent la complexité des rapports humains à travers justement ces fameuses réactions spontanées déclenchées par des gestes, des paroles extérieures, donc de l'autre, qui peuvent sembler anodins ou anodines. En fait, Sarraute s'intéresse aux petits riens, aux détails infimes qui révèlent la complexité des relations humaines. Et vous l'avez compris, le non-dit, le sous-entendu est une composante essentielle de la pièce pour un oui, pour un non. Ou pour un non, pardon. L'intonation de certaines répliques, les manières de prononcer les mots comptent autant que les mots eux-mêmes. Et bien sûr, la fameuse phrase « c'est bien ça » est la traduction de ce fameux tropisme. H2 est blessé par le ton sur lequel H1 a dit cette phrase. D'ailleurs, les nombreux points de suspension dans la pièce traduisent bien les hésitations entre des personnages dans la parole. D'ailleurs, tout l'enjeu de la pièce va consister à savoir si H1 et H2 vont, ou non d'ailleurs, déclarer de façon évidente la rupture. Et donc le théâtre de Nathalie Sarraute est bien un théâtre de la parole et du non-dit, et renvoie bien à ces tropismes qui d'ailleurs deviendront une marque de fabrique de son style, ces fameux petits riens qui peuvent mener au pire des conflits. Alors il y a un autre point qui est de l'ordre littéraire et qui permet de comprendre aussi notre œuvre. On vient de parler de cet ouvrage, les tropismes, mais il y a cette fois-ci un mouvement littéraire que l'on pourrait et que l'on doit absolument retenir, c'est le nouveau roman. Nathalie Sarraute va être d'ailleurs considérée comme l'une des figures centrales de ce mouvement, le nouveau roman, aux côtés d'auteurs comme Alain Robbe-Grillet ou Michel Butor. Elle va remettre en question les conventions narratives traditionnelles. Alors, petit retour en arrière pour comprendre les raisons justement de cette remise en question du récit français. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, certains romanciers dont un nom, deux doivent vous rester à l'esprit, Marcel Proust ou encore James Joyce, certains romanciers, donc comme ces deux évoqués, vont renouveler l'écriture du roman en abandonnant le point de vue omniscient, ce qui était propre aux romans réalistes ou naturalistes. Et on va assister à une narration qui va se focaliser davantage sur les mouvements intérieurs de la conscience. On assiste à une déconstruction en fait des codes du roman, et cette mutation va se poursuivre dans la seconde moitié du XXe siècle avec ce fameux nouveau roman. Jean Ricardou, qui était théoricien mais aussi écrivain, dira une formule qui, à mon avis, pourrait être tout à fait une citation que vous pourrez exploiter dans une dissertation. Il dit la phrase suivante: « Le roman n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture ». Alors, que retenir de cette citation, mais aussi des envies des écrivains du nouveau roman, et en quoi ça va permettre d'éclairer notre pièce? Eh bien, en fait, à travers ce que dit Ricardou et aussi ces auteurs du nouveau roman, il ne doit plus y avoir d'intrigue, ou du moins celle-ci sera très ténue. On va donc délaisser les intrigues, on va privilégier l'intériorité, la subjectivité. On pourrait dire en somme que pour un oui ou pour un non, c'est quand même le cas. Il n'y a pas d'intrigue, de rebondissement, de coup de théâtre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis pour le nouveau roman, les personnages ne sont plus des héros. Ils sont d'ailleurs souvent sans identité, comme on l'a dans la pièce, retenez bien, et c'est certainement quelque chose qui vous a intrigué au premier abord. Les personnages ont juste des lettres pour les qualifier. H, homme, humain, bref, on n'a pas de visage qui nous viennent tout de suite à l'esprit. Et puis autre point, l'auteur s'efface de la narration et c'est le lecteur qui alors devient actif
en traduisant, en interprétant de manière possible les répliques des personnages. Eh bien, vous l'avez compris, si vous avez déjà commencé à lire la pièce, ou si vous l'avez lu entièrement, on retrouve bien toutes ces caractéristiques du nouveau roman dans notre pièce de théâtre. Des personnages sans identité, pas d'intrigue, on n'est pas avec justement ce côté omniscient où le spectateur sait tout des personnages, c'est à lui de tout interpréter. On voit bien donc que les 3 points que nous avons abordés, à savoir l'enfance de Nathalie Sarraute, son parcours universitaire et son parcours littéraire, ont mis en évidence certains points que vous pourrez travailler dans la pièce. J'ai envie de terminer par une citation, car vous savez que les citations sont nécessaires dans une démonstration à l'écrit. Je vous laisse découvrir la phrase de Nathalie Sarraute. Elle disait: Ce qui m'intéresse, ce sont les mouvements internes, les tropismes qui échappent à notre conscience et qui révèlent notre véritable nature. En somme, cette citation résume parfaitement l'approche littéraire de Nathalie Sarraute. Elle se concentre bien sur les mouvements internes, ces tropismes qui révèlent la véritable nature des personnages. Dans notre pièce, la dispute entre H1 et H2 est un parfait exemple de ces tropismes où les tensions internes, les non-dits sont mis en lumière. Et donc cette citation, vous l'avez compris, pourrait être utilisée pour expliquer, pour illustrer comment Sarraute explore les mécanismes psychologiques dans ses œuvres. On est bien loin, vous l'avez compris, des techniques réalistes ou naturalistes. Donc, la vie de Nathalie Sarraute, du moins des pans de sa vie, sont indissociables de son œuvre, ou du moins permettent de l'éclairer. Alors, même si Nathalie Sarraute elle-même considérait qu'il n'y avait rien de juste dans l'acte d'écrire le récit d'une vie, car on a tendance à gonfler certains traits, à tirer l'attention sur d'autres, eh bien, même si Nathalie Sarraute disait cela, pour nous, comprendre son parcours, ses passions, permet malgré tout de mieux saisir les enjeux de notre pièce. Alors, dans le prochain épisode, nous analyserons un point non moins des plus importants, la fameuse symbolique du titre, et donc je vous dis à très vite sur Clapotis pour poursuivre notre découverte de cette pièce singulière et combien passionnante.